Pour ouvrir ce débat, placer la problématique, je vais me tourner vers vous, Christophe Collard, car vous êtes, par votre position d'universitaire et de juriste, bien placé pour nous apporter un regard transversal sur la question. Chacun ici a dans son dossier les éléments de votre biographie et je me contenterai de rappeler que vous êtes juriste et professeur de droit à l'EDEC et que votre thème de recherche étant la performance juridique des entreprises, vous approchez souvent la question de la confiance et de la défiance à travers ce qui pourrait permettre de faire du droit et des normes juridiques qui s'imposent aux entreprises autre chose qu'un parcours d'obstacles. À vous donc l'honneur d'ouvrir ce troisième débat. Ici, autour de cette table ronde, des représentants de la police nationale, des hôpitaux. Je suis censé parler de l'entreprise. Je travaille beaucoup avec les entreprises. Notre approche de la recherche à l'EDEC, c'est Research for Business, c'est-à-dire qu'on fait de la recherche pour l'entreprise, avec l'entreprise et financée par l'entreprise, qui nous amène à travailler sur des thèmes qui leur parlent. Et c'est pour ça qu'on travaille sur cette notion de performance juridique. Le thème qui est indiqué au regard de mon nom, il porte le nom d'un cours que j'anime depuis un certain nombre d'années, ingénierie contractuelle. Et je vais partir de là avec une approche pédagogique, puisque l'objectif de ce cours est de partager une méthode de rédaction du contrat. Comment aborder la rédaction du contrat de façon très, très pragmatique. Et pour faire très simple, j'arrive très rapidement à partager cette approche, je le répète, simplissime du contrat, qui consiste à y voir un ensemble de réponses à une somme de questions. Il y a mes interlocuteurs qui sont pas des juristes, a priori, qu'ils soient en formation première ou exécutive. Je leur dis, voyez dans le contrat une somme de réponses organisée à une somme de questions. Le plus important, c'est de faire l'inventaire de toutes les questions qui peuvent se poser dans le cadre d'une relation contractuelle, des questions des plus simples jusqu'aux plus complexes, de mettre en forme les réponses que l'on aura négociées à ces questions, de les organiser, de bien les écrire si possible, mais de se projeter dans l'avenir de la relation contractuelle, je le répète, pour envisager toutes les questions qui peuvent se poser et apporter une réponse par la rédaction du contrat. Ce sera une réponse qui sera structurée, qui va être organisée et qui va permettre de gouverner une relation future. Donc ça renvoie à un travail d'imagination, je le répète, de projection dans l'avenir d'un projet contractuel pour envisager les questions des plus simples jusqu'aux plus complexes. Qui, quoi, où, comment, et qu'est-ce qui se passe si, et on arrive à ces risques qui peuvent émerger dans le cadre de la relation contractuelle et auxquels on cherchera à trouver une réponse. Le problème, cette méthode a plusieurs avantages, elle a aussi plusieurs inconvénients. Je vais revenir sur un certain nombre d'entre eux. L'un des inconvénients, mais qui est celui lié à tout contrat, c'est que les réponses que l'on aura négociées et que l'on aura inscrites dans le contrat, on va les figer quelque part. On va les figer dans un document écrit qui sera la charte de la relation entre les parties, mais une relation qui, elle, va vivre, qui va évoluer, qui va potentiellement changer. C'est le philosophe Kelsen qui disait le contrat, c'est de la volonté morte, philosophe du droit, Hans Kelsen. C'est de la volonté morte, alors que la relation entre les parties, c'est de la volonté vivante. Et de la volonté vivante qui va laisser la porte ouverte à ce que les économistes appellent une certaine forme, enfin ils appellent ça tout bonnement l'opportunisme. L'opportunisme, c'est la tendance que l'on peut avoir de se comporter en fonction de son intérêt propre et exclusif, en oubliant l'intérêt commun que représente le contrat. La forme la plus exacerbée d'opportunisme est dénommée hold-up. Par exemple, dans des contrats de transfert de technologie, l'une des parties peut pomper la substance de l'autre et l'appauvrir significativement. On parle alors d'une forme de hold-up. Ça, c'est de la volonté vivante, traduisant une forme d'opportunisme dans le cadre de la relation des parties. Le contrat volonté morte, pour autant, un matériau peut être figé sans pour autant être rigide. On a tous en tête des matériaux qui tiennent plus du roseau que du bois ou du mastic qui, alors même qu'il reste pérenne, va avoir une flexibilité permettant de supporter, permettant d'éviter les fissures, permettant d'éviter les cassures. Donc tout le challenge, je pense, dans le cadre de la rédaction du contrat, c'est de garder à cette volonté morte
une flexibilité suffisante pour qu'elle puisse s'ajuster à l'évolution de la relation entre les parties, a fortiori lorsque la relation s'étale dans le temps. Donc un juste équilibre à trouver entre la nécessité de fixer les choses dans le cadre du contrat et la nécessité de faire en sorte que le mécanisme soit bien huilé, que les rouages puissent fonctionner normalement de façon souple, flexible et évolutive. J'en viens à ce qui est au cœur de cet après-midi et de cette journée, la notion de confiance. Je pense que l'on peut dire, on y reviendra, que la confiance est un de ces lubrifiants du contrat. Elle va l'irriguer dès son origine et elle va aussi s'instiller au travers d'un certain nombre de clauses, dont la clause de médiation, dont on pourra parler, fait partie. Alors, il y a un autre thème qui évoque ce lien entre le contrat et la confiance, c'est le lien que l'on peut identifier entre ce que les économistes appellent la complétude du contrat, un contrat lourd, complet, qui répond à toutes les questions qu'on a envisagées, et la confiance. Je répète la méthode que j'évoquais tout à l'heure, qui a ceci d'avantageux qu'elle permet de faire reculer cette angoisse de la page blanche, puisque vous répondez aux questions les plus simples. Entre un tel d'une part et un tel d'autre part, qui? Il a été convenu, objet, quoi? Et quand ça commence et quand ça se termine. Bref. Mais l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle va mener à une certaine forme d'exhaustivité. Elle est d'ailleurs, elle n'est pas d'inspiration, mais elle se rapproche beaucoup de l'approche anglo-saxonne. Dans les systèmes de common law, on va chercher à répondre à toutes les questions qui peuvent se poser dans le cadre de la relation contractuelle, parce que l'on va chercher une chose, d'abord et avant tout, c'est d'éviter le juge et son arbitraire potentiel. Alors que dans les systèmes de civil law, les systèmes de droit romain, on a du droit écrit qui peut remplir les blancs du contrat. Donc on peut se contenter d'un contrat le plus léger possible, puisque le droit commun fera office de réponse à ces questions préétablies. Mais je le répète, cette méthode que j'évoquais, elle a pour inconvénient de déboucher sur une certaine exhaustivité. Et l'exhaustivité du contrat, le contrat complet, le contrat détaillé, qui envisage tout, et plus encore, peut être symbolique d'une certaine défiance entre les parties. J'ai envie de dire, d'une certaine approche, plus le contrat est complet, plus il traduit un manque de confiance. Je vais vous prêter demain, parce que je le trouve excellent, La Révolution du don de Jean-Édouard Grésy et Alain Caillé. Je vais vous le prêter sans procéder à la rédaction d'un contrat. Dans le pire des cas, j'énoncerai une clause toute simple. Il s'appelle revient. Et peut-être ajouterai-je un article 2, il s'appelle revient, et vite. Mais je le répète, le contrat sera purement informel. Parce que ce contrat de prêt, de commodat, pour faire très précieux, et au sens des articles 1875 et suivants du Code civil, pour faire très juriste, ce contrat de prêt est d'abord et avant tout fondé sur la confiance. Il peut y avoir un degré intermédiaire où on se dira ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, écrivons-le, un certain nombre de choses. Et à l'inverse, un contrat le plus complet possible peut traduire un certain manque je le répète, une certaine défiance entre les parties où on va chercher à tout encadrer. Il faut donc chercher à trouver un juste milieu au niveau de cette question de la complétude du contrat. Doit-il répondre à tout et absolument tout, et même à ce qu'on plus difficilement imaginable, ou doit-on se contenter du strict minimum? Je pense que la clause de médiation joue ce rôle permettant de trouver ce juste milieu. En fait, elle traduit, pour remettre le lien avec la confiance, elle traduit au moment de la formation du contrat la confiance mutuelle que se font les parties pour pouvoir gérer pacifiquement, parce que c'est bien un mode non conflictuel de résolution des conflits, des litiges, leur confiance mutuelle à gérer pacifiquement leurs éventuels litiges. Donc, ab initio, au moment de la formation du contrat, il y a bien une référence, un lien entre la clause de médiation et cette notion de confiance. Et tout au long de la vie du contrat, on peut la voir comme étant une forme de réservoir à lubrifiant, justement permettant d'huiler la relation. Il y a des mécanismes aussi très élaborés, notamment sur des gros chantiers, qui permettent de mettre la médiation le plus en amont possible, un réservoir à lubrifiant qui va permettre au contrat de s'exécuter correctement. J'en terminerai enfin sur quelques mots sur les liens entre la confiance, la complétude du contrat et l'historique des relations, qui est aussi largement abordé en littérature, pas celle des juristes, mais au niveau chez les économistes. En sens que
on comprendra facilement que des relations répétées, un fort historique de relations entre des parties, peut renforcer la confiance qu'elles ont entre elles. Pour autant, ce n'est pas forcément un facteur de légèreté du contrat. De vieux partenaires, que ce soit en affaires, en jeu ou en amour, se connaissent tellement bien que ça peut mener à une sophistication dans leur relation qui elle-même va mener à un contrat plutôt complet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le contrat complet n'est pas forcément synonyme de défaut de confiance, une confiance qui a pu se gagner dans le cadre d'un historique fort au niveau des relations, mais traduire tout simplement le fait qu'on connaît bien l'autre, on connaît ses qualités, mais on connaît aussi ses défauts, et on est capable de les anticiper au niveau de la rédaction du contrat. Si on revient sur la clause de médiation, il y a quelque chose de frappant, et vous en êtes tous les témoins, c'est ce qu'on appelle une clause de fin de contrat. C'est une clause que je qualifiais tout à l'heure de réservoir de confiance qui se trouve reléguée à la dernière page. Et pourtant, elle a un rôle essentiel. Clause de fin de contrat, pourquoi la dernière page? Ça me paraît assez évident qu'on ne va pas entamer un contrat, article 1, avec l'hypothèse du différend qui pourrait naître entre les parties. Sauf que si on fait ce lien entre la clause de médiation et la confiance qu'elle exprime, on peut se dire c'est intéressant de commencer par ça. Je pense qu'il y a un endroit dans le contrat qui est utile pour rappeler en quoi il est fondé sur la notion de confiance, c'est le préambule. On pourrait trouver ces mots, les parties eu égard à une relation de confiance qui s'est traduite de telle façon et de telle façon, elles ont décidé de contracter selon les modalités qui suivent. Et de retrouver cette référence à la confiance dans la clause de médiation. Alors, autre remarque, clauses de fin de contrat sont des clauses sur lesquelles les juristes ont la main. Ce sont les clauses que les juristes rédigent. Le reste, ce n'est pas les juristes qui rédigent. Les juristes, j'allais dire, mettent en forme. Il y a des clauses d'ingénieur, les clauses relatives à l'objet, des clauses financières, mises en forme ou accommodées par les juristes. Mais là, ils ont la main à 100% sur ce type de clause. Vous pourriez être d'accord avec moi, les juristes ils restent à persuader les juristes de l'utilité de la médiation. Le juriste préfère peut-être certainement le contentieux, parce que le contentieux, ça tranche. Alors, trancher, c'est sanglant, mais au moins, il y a quelqu'un qui a raison, il y a quelqu'un qui a tort. Le juriste aime le raisonnement lui permettant d'avoir raison. C'est peut-être une raison, même si les mentalités évoluent. Mais je pense qu'il y a un gros travail à faire pour persuader les juristes de ce que la clause de médiation est utile pour accrocher de la confiance au contrat. Je répète, accrocher de la confiance au contrat, en faire ce réservoir de confiance que j'évoquais tout à l'heure. Alors je vais me permettre de le faire, puisque je vois que l'assistance est d'une certaine maturité, si vous me permettez cette expression. Je m'inclus dedans. Hein. On est quelques-uns ici à avoir des cheveux gris. Tout simplement, j'allais vous dire que je vais faire une référence à une publicité, une référence que je ne ferai pas devant mes étudiants, parce que ça tomberait flop. J'allais évoquer cette pub où on disait, d'ailleurs je ne sais même plus qui la faisait, comme quoi je vieillis aussi beaucoup, qui parlait de mettre un tigre dans son moteur. C'est ça? Esso, voilà. Esso. Ben voilà, vous me confirmez que vous avez tous entendu parler de cette publicité. Alors j'ai envie de dire... Que de tigre qui a été vendu comme prime. Bravo. Ici, j'en avais une à mon vélo. Voilà. Je voulais conclure en disant que cette clause relationnelle qu'est la clause de médiation, elle ne vous permet pas de mettre un tigre dans votre moteur, mais de mettre de l'huile dans les rouages contractuels. Et je pense que c'est son utilité première. Je n'ai pas vu de carton marron. Je vous remercie. Marianne Lassner, médiateur, ancien magistrat. J'ai un petit bémol peut-être sur la clause de médiation, parce que vous la présentez comme effectivement un réservoir de confiance. Or, à la pratique, puisque je l'ai pratiqué comme médiateur, j'ai vu arriver des gens sur une clause de médiation qui, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, ne savaient pas qu'il y avait une clause de médiation dans leur contrat, qui l'ont découverte au moment du problème, parce que la clause de médiation, parce que c'était des contrats négociés par les juristes, les directions, je ne sais pas qui, mais quand ils l'ont signé, ils ont signé les conditions particulières et évidemment pas les conditions générales, et la clause de médiation était dans les conditions générales. Et donc, par rapport au réservoir de confiance, j'ai un petit bémol. Et d'autre part, bien souvent, elle est utilisée comme une clause de combat, parce que les gens ont l'habitude d'aller au contentieux, donc ils vont d'abord au contentieux, et puis on leur soulève l'irrecevabilité de la clause de médiation, et ils se retrouvent en cours de route plantés, si je puis m'autoriser l'expression, par cette clause de médiation. Donc,
Sur la liberté de la clause de médiation, le réservoir de confiance, je suis un tout petit peu sceptique sur l'application de la réalité de la clause de médiation. Je suis très pour qu'il y ait des clauses de médiation, mais je voudrais bien qu'elles soient vraiment négociées et que ce soit vraiment les gens savent à quoi ils s'engagent. Probablement, effectivement, vous avez parfaitement raison, un travail à faire sur la pédagogie de la clause de médiation en relation, et c'était plutôt je plaidais pour voir dans la clause de médiation un réservoir de confiance, mais faire la pédagogie de la clause de médiation en la mettant en relation avec ce qui est au cœur du contrat et du projet économique que le contrat met en forme juridique, c'est-à-dire la confiance existant entre les parties. Je vous suis parfaitement. Et comme il peut y avoir aussi des utilisations tactiques de la médiation, et c'est là il faut s'en méfier, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a un risque de manipulation de la médiation, d'instrumentalisation, et c'est là où effectivement il faut, nous, médiateurs, qu'on soit extrêmement vigilants. Moi, je voudrais vous poser une petite question sur la clause de fin de contrat. Vous dites que les juristes ont la main et les juristes ne sont pas favorables aux clauses de fin de contrat. Ce n'est pas évident partout. On va prendre un exemple prosaïque, mais que tout le monde connaît bien. Le contrat de mariage. Dans notre système français, il est difficilement possible de mettre dans un contrat de mariage ce qu'il adviendra si demain on ne s'entend plus. Si on regarde chez nos voisins allemands, je crois, vous êtes le professeur de droit, je crois que chez nos voisins allemands, la clause de fin de contrat, elle existe. Elle prévoit quasiment dès la signature du contrat de mariage, au moment de la signature du contrat de mariage, ce qu'il adviendra de la répartition des biens présents ou acquis pendant la vie du couple, des biens du couple. Et donc, il n'est pas impossible de faire évoluer le droit parce que les juristes sont aussi, s'ils ont la main, et si vous pensez que certains sont plutôt favorables au contentieux, ils ont aussi la main pour limiter les risques de contentieux et pour ouvrir aussi la porte à la médiation. Je pense que ce type de clauses ont été inventées par les avocats de Liz Taylor, par exemple, mais pour vous rejoindre, ou de Richard Burton, qui pouvait être... mais vous avez parfaitement raison. Et en vous écoutant, je pensais à une phrase de Napoléon, enfin, qui est attribuée à Napoléon, elle est dans le mémorial de Lascaz, où il disait « Si je parais prêt à tout, à faire face à tout, c'est qu'avant d'entreprendre, j'ai toujours médité, j'ai prévu tout ce qui pouvait arriver. »